Regard sur le monde. Et si les tensions dans nos familles, dans notre pays, en Afrique, dans le monde, étaient dues à une compréhension obsolète ou erronée de nous-mêmes et donc du monde. Regard sur le monde. Une émission qui vous propose une analyse avant-gardiste sur qui nous sommes, sur notre quotidien et par conséquent sur l'actualité au Cameroun et partout ailleurs. Regard sur le monde, c'est tous les jeudis de 21h à 22h sur Royal FM 88.4. Regard sur le monde, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici notre soir, un jeudi soir. Les acteurs s'interrogent sur l'économie monde. On parle du commerce, on parle de coopération, on parle de politique et on parle d'économie. L'économie. Quelle économie pour quelle Afrique, quelle banque, quelle monnaie et quel développement pour cette Afrique? Une Afrique qu'on présente comme mal partie, une Afrique étranglée. L'Afrique peut-elle s'affirmer dans ce concert des nations? L'Afrique, réservoir d'énergie, réservoir des matières premières, malheureusement vaste marché des produits manufacturés d'Occident et d'Orient. Quelle Afrique pour une émergence? Quelle économie pour cette Afrique? Quelle économie pour ce Cameroun? Le Cameroun pris ici comme l'Afrique en miniature. Pour répondre à ces questions ce soir, des questions d'ordre économique, nous recevons ce soir encore de nouveaux conférenciers. Gilles Fabrice Bidjono, il est observateur et analyste. Il vit au Cameroun, un peu comme Auguste Edgar Onana. Lui aussi chercheur en sciences exactes. Il vit à Yaoundé au Cameroun, à côté de Fabrice Nyamsi, chercheur, analyste, un peu aussi comme Aimé Thierry Bitan, que vous connaissez déjà. Il est médecin, aussi analyste. Pour ce faire, mesdames et messieurs, c'est un programme bien spécial des conférences radiophoniques du jeudi soir. Gilles Fabrice Bidjono, qui est installé. Bonsoir. Bonsoir, Jean de Dieu. Ça va bien? Oui, très bien. Vous avez l'impression que votre pays a une gouvernance qui répond à l'économie monde, c'est ça? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, s'il faut partir sur la définition de l'économie, on peut bien se rendre compte que l'économie qui est en quelque sorte la gestion des ressources disponibles pour l'atteinte d'un objectif. S'il faut partir sur cette base-là, on peut bien comprendre que déjà, au niveau du Cameroun, on n'a pas une connaissance très large de ce que c'est que les ressources disponibles. Donc, on pourrait parler d'une bonne gouvernance à ce niveau-là. Il est difficile de parler de bonne gouvernance en ce qui concerne le Cameroun. Je rappelle que Gilles Fabrice Bidjono est un observateur averti. Il est également analyste. Ne cherchez pas son parcours universitaire. Vous le découvrez à travers les arguments solides qui concernent, n'est-ce pas, les questions économiques, le contenu même de la conférence radiophonique de ce soir. Juste à côté de lui, Auguste Edgar Onana, qui a disparu depuis très longtemps. Auguste Edgar Onana, bonsoir. Bonsoir Jean de Dieu ici, bonsoir à tous les auditeurs. Ça va bien? Ça va très bien. L'Afrique et précisément le Cameroun, concerné par les accords de partenariat économique, concerné par exemple par des affaires compliquées de la monnaie, le Cameroun, un peu comme toute l'Afrique, on dirait une Afrique étranglée, une Afrique mal partie. Vous avez cette impression? Oui, bon, si on peut dire que l'Afrique est mal partie, cela relève de ce qu'on leur a donné comme éducation, parce que lorsqu'on va donner une définition de l'économie qui ne renvoie qu'à ce qui est physique, on va donc construire une matière qui va rendre donc dépendant l'Africain de ses pairs qui vont donc lui donner cette matière en permanence. Ce qui fait que lorsqu'on va dire que l'Afrique est mal partie, c'est à base de ce qu'on va lui donner comme niveau d'éducation au niveau de la finance, qui n'est que matière. La finance, la matière.
Nous recevons également Fabrice Nyamsi, que vous connaissez très bien. Il est chercheur, aussi analyste. Il est dans ce studio. Bonsoir, Fabrice Nyamsi. Oui, bonsoir Jean de Dieu ici et bonsoir à vos nombreux auditeurs qui nous écoutent au travers de la 88.4 et aussi à ceux qui nous écoutent au travers de Facebook. Vous observez que le Cameroun, comme bien d'autres pays en Afrique, il faut qu'on parle de levier de souveraineté. Un pays qui n'a pas de levier de souveraineté, peut-on parler d'une économie? Voilà, donc avant de répondre à votre question, peut-être le développement que j'aurai à faire, peut-être dans ce développement, il y aura la réponse à votre question. Allez-y voir. Déjà, comme l'a dit mes copanélistes, déjà il faut définir ce que c'est que l'économie. Donc l'économie, on peut le voir comme l'ensemble des ressources ou encore des moyens qu'un pays, une nation ou des individus utilisent pour l'atteinte de leurs objectifs. Et on peut aussi définir l'économie comme l'ensemble des facultés ou des caractéristiques qui constituent un individu, une nation ou un pays pour sa réalisation. Et la notion de l'économie, je le place à deux dimensions. La première dimension, je vais l'appeler l'économie interne. Et la deuxième dimension, je vais l'appeler l'économie externe. Et vous allez voir que lorsqu'on parle de l'économie interne, comme je l'ai dit, ça renvoie à ce que vous représentez comme intelligence. Et si vous avez cette notion de l'économie, mais cette notion, vous le trouverez très large. Parce que sans l'économie interne, vous n'avez pas l'économie externe. Et consultez un peu l'histoire pour voir ceux qui sont derrière la construction de ce monde. Vous allez comprendre que ce sont des personnes qui comprenaient que l'économie, il est d'abord interne. Il est d'abord au niveau des facultés avant d'être externe. Et généralement en Afrique, et sur une bonne partie aussi de la masse de la population européenne, on les a beaucoup plus enfermés dans la notion de l'économie qui renvoie à l'extérieur. Ce qui signifie qu'on ne peut pas maîtriser le contexte international si la gouvernance nationale est déplorable. Exactement. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas que lorsqu'on parle de l'économie, d'abord interne, même au niveau de la gouvernance, vous ne serez tout simplement que nul. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez des téléphones aujourd'hui, si vous avez des caméras, si vous avez ce micro devant lequel vous êtes, mais c'est parce que ceux-là qui l'ont construit ont compris que l'économie, il est d'abord au niveau interne. Et comme je le disais tout à l'heure, on a enfermé l'Afrique dans la notion de l'économie qui renvoie à l'extérieur pour faire de l'Afrique une masse de consommateurs. C'est pourquoi vous allez voir en Afrique, lorsqu'on a besoin de construire un stade, lorsqu'on a besoin de construire des routes, lorsqu'on a besoin de diriger une équipe nationale, on est obligé d'appeler ceux-là qui ont compris que l'économie est d'abord à l'intérieur. Et quand vous êtes enfermé de la notion de l'économie qui renvoie à l'extérieur, vous êtes mal parti. C'est normal que vous ne soyez que une simple ressource pour ceux-là qui ont bien compris ce qui se passe. C'est-à-dire que le Cameroun est importateur des matériaux préfabriqués pour avoir un stade de football à Olembe, autant il est importateur des ressources humaines qui comprennent là-bas en interne la manifestation de l'économie, et c'est eux qui viennent réaliser l'économie à votre place. Je ne parlerai pas seulement du Cameroun, parce que ce n'est pas seulement le Cameroun qui est concerné. Même au niveau de l'Occident, on a des personnes qui comprennent l'économie de cette manière-là. On a des personnes qui résument l'économie qu'au niveau du porte-monnaie. Et c'est donc normal que, percevant les choses comme ça, que vous soyez un handicapé, que vous soyez un être dépendant. Par exemple, quand la Chine regarde l'Afrique, il voit un très grand marché. Un très grand marché parce que... Un vaste marché parce que la Chine a très bien compris que la première dimension de l'économie, elle est à l'intérieur. Et le souhait de la Chine, que ce soit de la Chine, que ce soit de l'Europe, c'est que les Africains ne comprennent jamais les choses de cette façon-là. Parce que si les Africains comprennent les choses de cette façon-là, mais c'est fini. C'est la ressource qui est perdue. Ça deviendra difficile pour ceux qui sont puissants de demeurer les grands centres lorsque les périphéries se sont transformées en grands centres aussi. Exactement.
Alors, on ne peut pas parler d'économie sans parler politique. Et lorsqu'on parle politique, on imagine la politique de la santé. Et pour parler politique de la santé et rentrer dans des ratiocinations fort académiques de l'économie, on invite ici Aimé Thierry Bitan. Il est médecin et analyste. Bonsoir. Bonsoir Jean de Dieu. Bonsoir aux auditeurs de la 88.4 dans tous les canaux par lesquels ils nous écoutent. On ne va pas parler de la politique de santé ce soir, mais on imagine que nous sommes dans un contexte, le Cameroun. Est-ce que vous croyez à l'économie du Cameroun pour pouvoir donner des ressources suffisantes en matière de santé? Merci Jean de Dieu pour la question. Avant, pour percevoir le niveau, pour comprendre l'économie du Cameroun, il faut percevoir ce que l'entité Cameroun, ce que le Cameroun représente. Qu'est-ce que le Cameroun? Quand on dit Cameroun, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un esprit, d'une façon de faire. Et cet esprit-là, par rapport au monde, est à un niveau de compréhension inférieur, bas. Donc, il est une ressource pour la compréhension universelle. Et la position, même sur le plan sanitaire, la position du Cameroun reflète son niveau de conscience. Donc, voilà. Pour en revenir au niveau du système de santé camerounais, au niveau de la santé, l'individu humain, que ce soit camerounais ou même occidental, la masse de la population, la façon dont ils se perçoivent en tant qu'individus, dans la compréhension qu'ils sont à l'intérieur, comme mon copaniste disait, ce qu'on est à l'intérieur, en termes de compréhension, en termes de regard, c'est ça qui est la première économie. C'est-à-dire, si ce que je suis comme individu, j'ignore ce que je suis et j'ignore l'environnement dans lequel je suis, il est impossible pour moi d'être en santé parce que l'ignorance va me construire l'instabilité et la maladie. Et au niveau institutionnel, au niveau des institutions, l'État, dans sa globalité, s'organise non pas pour soigner mon instabilité et mon ignorance, mais pour répondre aux conséquences. Parce que mon instabilité et mon ignorance m'exposent à des maladies, à beaucoup de choses. Non seulement au niveau des maladies, mais même à l'extérieur. J'aurais besoin de l'avocat parce qu'il y a quelqu'un qui est instable, parce que je suis instable. Donc, mon instabilité et mon ignorance m'exposent à des maladies. Donc, et l'État vient répondre aux conséquences de cette instabilité-là. Au niveau institutionnel. Le but de l'État, ce n'est pas de me sortir de cet État, parce que cet État, c'est une ressource pour construire l'économie à l'extérieur. Il y a économie à l'hôpital central de Yaoundé. On nous a dit que des femmes ont été séquestrées dans une chambre A35 qu'on a surnommée le Kosovo. Ces femmes n'avaient pas de l'argent. Lorsqu'on parle d'économie, on parle de la manifestation des flux. Le flux réel et le flux financier, et nous sommes dans un contexte pratiquement capitaliste. Mesdames et messieurs, allons prendre le premier document, et le premier document présente ici la bipolarisation du monde, et cette bipolarisation du monde donne à la Chine la permission d'acheter désormais le pétrole brut avec son yuan, sa monnaie. Tenez ça. La fin de l'hégémonie du dollar a-t-elle sonné? La Chine a en tout cas décidé d'en finir avec la suprématie du billet vert. Le dragon s'apprête à libeller son premier contrat pour le pétrole brut avec sa propre monnaie, le yuan, adossé à l'or. Une première qui pourrait bien créer un précédent. Élise Blaise. L'Empire du Milieu s'émancipe. C'est un énorme tremblement de terre annoncé depuis quelque temps. Avant la fin de l'année, la Chine devrait signer un contrat sur le pétrole dans sa propre monnaie, le yuan, alors que le dollar régit depuis toujours les échanges énergétiques. Adossée à l'or, la monnaie chinoise pourrait constituer une véritable aubaine pour les exportateurs de pétrole qui ne rechigneront donc pas à l'accepter. Au contraire, cette nouvelle possibilité de transaction ouvre bien des perspectives aux pays frappés par les sanctions américaines ou souhaitant tout simplement éviter les transactions en dollars. Un bouleversement planétaire qui s'inscrit dans l'évolution progressive de la place de la Chine dans le monde. L'essayiste spécialiste en géopolitique Hervé Juvin nous explique les différentes étapes qui ont permis au dragon d'ouvrir ses ailes.
La Chine est passée de la petite à la moyenne aisance et aujourd'hui elle entend passer au rêve chinois. Et le rêve chinois, elle le réalise en acquérant peu à peu sur le plan économique et aussi sur le plan géopolitique des positions majeures. La Chine est à l'origine de la création d'une banque de développement extérieure aux institutions de Bretton Woods que les Américains ont essayé de s'aborder et ils n'y sont pas parvenus, puisque la plupart de leurs alliés, à l'exception du Japon, figurent au capital de cette banque de développement dont l'initiative a été chinoise et russe et qui rassemble l'ensemble des BRICS. La Chine a créé il y a maintenant 2 ans un marché de l'or physique totalement indépendant des marchés américains et londoniens qui contrôlent, il faut le dire, qui manipulent les cours de l'or. C'était une autre décision très importante parce qu'elle peut préfigurer un nouvel ordre monétaire mondial à venir. Puis leur troisième décision très importante, c'est de promouvoir les règlements de l'énergie, en l'occurrence du pétrole, en yuan. Bien au-delà de ces transactions, ce bouleversement monétaire représente un véritable danger pour les États-Unis, dont la stratégie reposait sur une ambition claire, contrôler l'ensemble du système énergétique mondial, a fortiori du pétrole. Hervé Juvin nous rafraîchit la mémoire. L'histoire du pétrole est une histoire sombre. Les États-Unis ont toujours affirmé que le contrôle du pétrole, le contrôle des sources d'énergie et des pipelines était pour eux un enjeu absolument stratégique. Une partie des affaires syriennes ne s'explique pas sans cela, une partie de l'invasion, de la destruction de l'Irak ne s'explique pas sans cela, une partie des manipulations qui visent à empêcher les pipelines ou les gazoducs russes d'approvisionner l'Europe ne s'explique pas sans cette stratégie américaine. Le monde entier est dépendant de l'énergie. L'énergie doit être contrôlée par les États-Unis et payée en dollars. Ceux comme l'ancien président du pétrole italien, ceux comme certains dictateurs du monde arabe, je pense à Muammar Kadhafi, qui ont tenté de s'affranchir de la tutelle du dollar sur les prix du pétrole, l'ont payé quelquefois de leur vie. La Chine a donc un lourd défi à relever, mais si l'initiative est menée à bien et qu'une alternative au dollar se développe, le règne américain s'effritera peu à peu et c'est le monde entier qui pourrait se recomposer. Gilles Fabrice Bidjono, on peut se poser des questions. Ce positionnement de la Chine, est-ce qu'on arrive là à la bipolarisation du monde? Est-ce qu'on arrive là? Que veut la Chine désormais? Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, la Chine, dans le fond, la Chine n'est pas séparée du monde. Parce que, comme cela a été dit sur ce plateau, je pense, la semaine dernière, lorsqu'on parle du monde, on parle d'un système de pensée. On parle d'un système de pensée. Et c'est ce système de pensée qu'est le monde qui s'éclate dans des formes multiples, dont la Chine fait partie. Et si on observe très bien, ce système de pensée a évolué depuis des siècles. C'est-à-dire, on a eu l'empire égyptien qui a été comme maîtresse dans le monde. On a eu l'empire perse, on a eu l'empire grec, on a eu l'empire romain. Et comme on le dit, tous ces multiples démembrements, c'est le même système de pensée qui est en mouvement. Donc ça fait clairement que même si la Chine passe de la position inférieure pour la position supérieure, n'en demeure pas moins que elle fait partie du même système de pensée. Donc ce système de pensée-là, c'est lui qui est en mouvement. Donc ça fait que ce soit le dollar, que ce soit le yuan, que ce soit le CFA, n'en demeure pas moins que c'est le mouvement de ce système de pensée-là. Auguste Edgar Onana, on a l'impression que la Chine devient plutôt première puissance du monde lorsque la chute ou alors le dollar pris ici en termes de mépris, le yuan est désormais positionné pour acheter le pétrole dans cette Afrique ou dans d'autres continents. On est en train d'imaginer un monde désormais contrôlé par 2 pôles. Le pôle oriental, la Chine, la Russie, et le pôle occidental, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. On peut conclure que la Chine, désormais première puissance. Oui, en fait, comme le disait mon copanaliste Gilles Fabrice et bien d'autres,
la Chine n'est que une somme de pensées qui s'est développée. C'est pour ça qu'elle a parlé que la Chine est partie d'un État d'une basse échelle. Ça suppose que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que les conséquences de l'économie interne qui sont développées. Donc, la monnaie chinoise n'est que la conséquence de l'économie interne qui s'est développée. C'est pour ça que le développement de cette économie interne s'impose sur le marché international. Par conséquent, tous les autres maillons tels qu'on a cité ici, la France, c'est aussi le même système, mais au niveau de l'économie, c'est celle, au niveau de l'économie interne, c'est celle de la Chine qui emporte. C'est pour ça les conséquences, nous les observons au niveau de la monnaie. Alors, Auguste, je voudrais parler plutôt Fabrice Nyamsi. Lorsqu'on observe la montée, l'hégémonie de la Chine, les Occidentaux ont signé avec des pays africains les accords de partenariat économique. Ils sont installés, on parle de France-Afrique. Est-ce qu'on peut dire que la Chine est bienvenue, par exemple, pour des périphéries africaines, pour les pays africains? Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean Didier ici. Normalement, la question qu'on doit se poser, c'est que, mais qu'est-ce que la Chine a que le Cameroun n'a pas? Qu'est-ce que la Chine a que les Sud-Africains n'ont pas? Qu'est-ce que la Chine a que le Tchad ou la Centrafrique n'a pas? Qu'est-ce que la Chine apporte de nouveau dans ce continent? Même pas apporter de nouveau, mais la question d'abord, c'est que pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas la Centrafrique? Pourquoi est-ce que nous aussi, on n'arrive pas à croire qu'on peut être à ce niveau? Comme l'a dit mon copanéliste, M. Onana, c'est tout simplement parce que on nous a enfermés dans la notion de l'économie qui renvoie dans le porte-monnaie. C'est ça qui fait en sorte qu'on passe le temps à parler des États-Unis, à parler de la Russie, à parler de la Chine. Parce que si vous voulez mon avis, ne croyez pas que le rapport que la Chine aura avec l'Afrique sera très différent du rapport que l'Occident a avec l'Afrique. Parce que la Chine donne l'impression qu'elle n'est pas dans le néocolonialisme. Mais si vous allez fouiller dans le fond, vous allez voir que c'est la même chose, mais de manière plus subtile. Parce que si la Chine est différente de l'Occident, mais qu'elle transfère cette économie interne qu'elle a au Cameroun. Et c'est qu'elle ne peut pas faire. Transfert de technologie. Mais je dis ce qu'elle ne peut pas faire. Si la Chine veut montrer qu'elle est différente de l'Occident, mais qu'elle apprend aux Camerounais comment on fabrique les avions, indépendant d'eux, qu'elle apprend aux Camerounais comment on construit l'économie interne. Est-ce que les Camerounais ne sont pas capables de voler la technologie, ces Camerounais qui vont chaque jour en Chine ou qui vont chaque jour en Occident? Mais si ce que vous représentez comme compréhension est totalement à l'extérieur, comment allez-vous faire pour voler cette technologie, pour que la Chine soit capable d'aller voler la technologie occidentale? Il a d'abord fallu que la Chine elle-même se développe au niveau intérieur. Donc, ce sont des images qui doivent nous parler. Qui doivent nous parler, des images qui doivent nous amener à nous poser des questions. Parce que, comme l'a dit Monsieur Bidjono, avant la Chine, on a les États-Unis. Avant les États-Unis, on avait même l'Égypte. Mais pourquoi aujourd'hui, on se retrouve à ce stade? Tout simplement parce qu'on nous a enfermés dans une boîte. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'Afrique doit comprendre que le développement, il est d'abord au niveau intérieur, avant d'être extérieur. Parce que si on comprend les choses comme ça, je vous assure que on ne sera pas seulement comme les Chinois ou comme les Américains, parce que, comme il a dit tout à l'heure, la Chine fait partie de cette conscience qu'on appelle la conscience universelle. Mais nous, ici sur le plateau, nous sommes là pour faire la promotion d'une conscience qui est supra-sociétale. Parce que ce n'est pas parce que la Chine arrive à ce niveau-là qu'elle est libérée des angoisses, elle est libérée des instabilités, elle est libérée des troubles, elle est libérée de la maltraitance. Mais si vous arrivez à ce niveau que nous appelons la supra-conscience, vous allez voir que c'est fini les instabilités. Non seulement vous occupez le sommet de la hiérarchie des nations, mais vous amenez dans le monde un nouveau système de pensée dans lequel il n'y a rien de ce que la société actuelle nous propose. Aimé Thierry Bitan,
lorsqu'on vous informe que la Chine, désormais, par sa monnaie, devrait légitimer, légiférer la gestion du pétrole, la gestion des matières premières. Ce n'est pas là le point focal de la descente aux enfers des Occidentaux? Merci pour la question, Jean de Dieu. Concevoir la descente aux enfers des Occidentaux parce que la Chine a désormais décidé de payer les ressources naturelles avec sa monnaie, c'est ne pas comprendre que la Chine et l'Occident, c'est la même chose. Ça signifie que les pays africains doivent comprendre que la Chine et qu'on embrasse la Chine, qu'on embrasse l'Occident. C'est le même système de pensée qui est en mouvement. C'est le même système de pensée. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle Cameroun et Afrique fait partie de ce système de pensée. Mais la position de l'Afrique reflète son niveau de compréhension de ce système. Si l'Afrique veut sortir, même que la position de l'Afrique fait qu'il ne peut jamais sortir de ce niveau tant qu'il reste dans cette compréhension-là. Pour sortir justement de ce bourbier, on va dire ça, dans lequel il est, il faut changer de niveau de compréhension. Il faut changer de conscience. Il faut aller au-delà de l'univers pour comprendre, pour vraiment sortir de cette... Qu'est-ce que vous entendez par aller au-delà de l'univers? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne, que les Camerounais qui nous écoutent comprennent comment faire pour se débarrasser, pour être au-dessus des autres peuples qui s'affirment au quotidien. Je parle de la Chine, je parle de la Russie, je parle des États-Unis d'Amérique. L'Afrique, qu'est-ce qu'elle fait pour sortir de l'ordinaire? Pour sortir de l'ordinaire, l'Afrique doit se penser en dehors du système de pensée actuel. Ça ne se construit pas à l'extérieur. Je ne parle pas à l'extérieur. Je dis, la construction se fait dans les individus. Le regard que les individus ont sur d'eux-mêmes et le regard qu'ils ont à l'extérieur. Quelqu'un disait, connais-toi et tu connaîtras le monde. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si je suis l'univers ne peut pas me permettre de me connaître. Un peu comme si je suis au Cameroun, par exemple, pour avoir une vue globale du Cameroun, il faut que je m'élève. Bref, c'est dans la verticalité que se trouve la domination. Et vous supposez que nos gouvernants ne se sont pas élevés jusque-là? Nos gouvernants ne sont pas élevés dans la verticalité. Ils sont dans l'horizontalité. C'est la verticalité qui soutient l'horizontalité. Regardez la croix. C'est le poteau vertical qui soutient le poteau horizontal. Donc, si vous êtes dans l'horizontale, vous êtes soutenu par la verticale et vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Il devient difficile de sortir de là. Donc l'élévation est verticale. J'avais un élément à ajouter, Jean de Dieu, ici. Parce que quand on dit que la Chine achète le pétrole de l'Afrique, ou quand on dit que l'Occident achète le pétrole ou le diamant de l'Afrique, c'est juste pour tromper. Parce que vous allez voir que dans le fond, quand vous êtes renfermé, quand on vous a enfermé à l'extérieur, quand on vous a fait croire que l'économie est au niveau extérieur, rien ne vous appartient dans ce monde. Absolument. J'ai dit, même ce que vous appelez votre sous-sol, c'est pas votre sous-sol. Ce que vous appelez votre pétrole, c'est pas votre pétrole. Parce que si on vous laisse avec le pétrole là, et que vous n'avez pas de facultés pour le transformer, vous allez faire quoi avec? J'habite dans un quartier à Iko-Resort, là-bas, et chaque jour, c'est comme si on vit le quotidien là-bas au quartier, comme si on était en guerre. Parce que les Chinois sont en train de dynamiter les montagnes qui sont là-bas. Soit disant qu'ils sont là pour fabriquer des graviers. Que c'est une carrière. Mais c'est un Malien, boudiqué malien qui me disait, j'ai déjà vu ça au Mali. Quand ils font comme ça là, ils sont en train de piller l'or. L'or qui est là. Mais, les minéraux rares. Les minéraux. Mais si vous ne représentez pas des facultés avancées qui vous donnent la capacité de détecter que là-bas, il y a l'or, vous allez faire quoi avec ça? Vous allez faire quoi avec? Donc dans le fond, celui-là qui comprend que l'économie est d'abord interne, c'est lui qui gouverne. Oui, c'est lui qui gouverne. Parce qu'il maîtrise toute la géopolitique de son sous-sol. Voilà, comme le disait le conférencier Lubima ici, vous allez voir qu'en Afrique, ce qui démontre qu'on nous a totalement enfermés à l'extérieur, c'est que ce qu'on appelle experts, enseignants, on n'a fait qu'à des répétiteurs. On a dit que les enseignants sont les répétiteurs. On n'a fait qu'à des répétiteurs. Mais quand vous allez au niveau de l'Occident, vous allez voir que, il y a les concepteurs, les grands maîtres. Exactement.
on a les concepteurs, on a les grands maîtres, entre guillemets, hein, parce que vous avez posé une question à mon frère, à mon copanéliste Thierry Bitan, que j'aimerais donner un élément de réponse. Parce que ce que, comme vous aviez dit, ce que les auditeurs veulent, ce sont des solutions. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas ici pour faire la propagande de la conscience universelle. Parce que chaque fois quand nous parlons de la supraconscience, peut-être pour faciliter l'entente des auditeurs, c'est le personnel qu'on pourrait appeler le créateur. Ou le personnel qu'on pourrait appeler Dieu. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi l'une de vos émissions, là où vous étiez en train de vous indigner des personnes qui se donnent le nom de pasteur, qui se donnent le nom de prêtre, mais qui sont là, au lieu d'amener la population à adorer entre guillemets Dieu, ils se servent plutôt de la population comme ressource pour alimenter leurs intérêts. Et je vous assure que parcourez toute la terre. Si vous cherchez l'homme de Dieu, et encore que le Dieu qu'on prononce dans l'univers n'a rien à voir avec le réel. Vous n'avez que à le voir au niveau de ce qui s'exprime comme caractère partout sur toute la terre. Voilà. Donc, quand nous parlons de la supraconscience ici, nous parlons donc de cette conscience qui peut renvoyer à ce qu'on appelle le créateur, dans lequel il n'y a pas d'instabilité, dans lequel il n'y a pas d'exploitation. Et notre objectif, c'est que cette vision que nous incarnons, qui se construit petit à petit, là, notre objectif, c'est de le répandre d'abord au Cameroun, et que à partir du Cameroun, s'il est possible, qu'il embrasse le monde. La supraconscience. Voilà. On a aussi parlé des aspects génériques de l'économie. Arrêtons-nous un temps soit peu du fonctionnement des banques. Et si on parlait des banques, voici ce que pense cet expert. Bonjour à tous. L'enjeu de cette vidéo, c'est qu'en 3 minutes et quelques, vous compreniez pourquoi et comment les banques ont le pouvoir. Si j'y parviens, partagez-la. Qui crée la monnaie que nous échangeons tous les jours? C'est une question fondamentale. Qui que vous soyez, vous dépendez d'elle. Pour vous vêtir, vous nourrir, vous loger. Nous dépendons tous de la monnaie et pourtant certains ont le pouvoir de la créer. Beaucoup croient que la création monétaire est gérée par les instances étatiques, qu'elle est régulée par des gens sérieux qui savent ce qu'ils font. Il n'y a rien de plus faux. La monnaie, qui circule sur nos comptes bancaires, est créée par les banques privées lorsque l'un d'entre nous s'endette. C'est très simple à comprendre. Lorsque vous allez demander 100 000 € à votre banque pour acheter une maison, vous vous endettez. La banque va inscrire ces 100 000 € sur votre compte bancaire sans les avoir elle-même, par un simple jeu d'écriture comptable. Aussi fou que cela puisse paraître, elle crée la monnaie à partir de rien. Elle a ce pouvoir. Vous allez donc payer votre maison avec cet argent nouvellement créé, qui va passer sur le compte du vendeur de la maison. Ce dernier va ensuite, par exemple, se payer un restaurant. Le restaurateur va rémunérer son employé, qui va lui-même acheter autre chose, et ainsi de suite. Tout ça à partir de la monnaie créée par votre banque à partir de rien. Cette monnaie passe de main en main, elle entre en circulation. C'est ce qu'on appelle l'argent-dette. Votre propre argent, l'argent que vous avez sur votre compte en banque actuellement, si on retrace son cheminement, il provient initialement de quelqu'un qui s'est endetté auprès d'une banque et qui bosse pour rembourser sa dette. Et lorsqu'il aura fini de la rembourser, par son labeur à la sueur de son front, comptablement, il y aura destruction monétaire. Donc pour qu'il y ait toujours de la monnaie en circulation, il faut en permanence que des gens, des institutions ou des États s'endettent auprès des banques privées. La dette est le moteur du système économique actuel. Sans dette, pas de monnaie. Et il faut toujours plus de dettes. Pourquoi? Parce que quand la banque prête 100 000, nous devons rembourser 105 000. Et oui, il faut aussi rembourser les intérêts qu'empoche la banque. Mais la banque ne les a pas créés au moment de notre emprunt, puisqu'elle n'a créé que 100 000. Il faut donc une autre dette ailleurs dans l'économie pour injecter les 5 000 correspondant aux intérêts que nous devrons lui rembourser. C'est sans fin, c'est une spirale, une fuite en avant. Les médias nous mentent quand ils parlent de la dette. Non seulement elle est irremboursable, mais elle ne cessera jamais de croître. Ce n'est pas une aberration mathématique, le système est conçu comme cela. Il est fondé sur la dette. Qu'est-ce que ça fait, me direz-vous? Mais c'est très grave que les choses fonctionnent ainsi. Car au fond, une dette, c'est quoi? C'est un rapport de subordination. Si moi, demain, parce que vous ignorez que l'oxygène est libre, j'avais le pouvoir de vous louer de l'oxygène contre intérêt, vous auriez tous une dette envers moi. Vous auriez à travailler pour me rembourser l'oxygène que j'aurais indûment privatisé et que je vous aurais prêté. Vous seriez mes obligés. Eh bien, pour la monnaie, c'est la même chose. Les banques privées nous louent l'argent qui circule dans l'économie. Nous travaillons toute notre vie à leur rembourser ce service qu'elles nous rendent. Tout ça à cause de notre ignorance à tous et de la confiance que nous plaçons naïvement dans ce système. Parce qu'on nous a fait croire que l'économie c'est compliqué et que ça ne regardait que les spécialistes, nous avons laissé aux banques privées le pouvoir incommensurable de créer la monnaie dont nous avons tous besoin et qui devrait être un bien public, régulé par des instances démocratiques, voire même créé de façon totalement décentralisée. Voilà
pourquoi nous sommes pieds et poings liés au système financier. Nous avons laissé nos dirigeants politiques privatiser la planche à billets, privatiser la monnaie. Oui, l'euro est une monnaie privée, produite par des banques privées. Et qu'est-ce qu'on doit en conclure de tout ça? Eh bien que les banques ont le pouvoir, tout simplement, et que nous travaillons tous pour elles. Théorie du complot? Non. François Hollande ne disait-il pas la même chose? Souvenez-vous de son discours. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et en effet, avec le pouvoir de création monétaire, les banques sont le sommet du système, au-dessus des États-nations, au-dessus de la démocratie. Mais ce système n'est pas invulnérable. Qu'est-ce qu'on peut faire, me direz-vous? Comprendre que leur force, c'est notre ignorance. La première chose à faire est d'expliquer aux gens comment fonctionne ce système, comment nous sommes enchaînés. Et cela ne tient qu'à vous. Et c'est maintenant que ça se joue. Gilles Fabrice Bidjono, on a l'impression que nous sommes gouvernés par la monnaie, nous sommes impérialisés par les banques. Est-ce que l'Africain ordinaire a des moyens de s'en sortir sans parler de la monnaie, sans s'endetter en tout cas? De toutes les façons, l'Africain, au même titre que... parce que je voulais souligner un élément qui est très important, qui des fois peut sembler ne pas être ça, mais pourtant dans le fond c'est ça. C'est que lorsqu'on parle de l'Africain, la plupart sont convaincus que l'Africain ne se limite qu'à la couleur de la peau. Pourtant, on verra très bien que ce soit du nord au sud, que ce soit de l'est à l'ouest, que ce soit le blanc, que ce soit celui qui est noir de peau, on verra bien que ces individus, à un certain niveau, ne fonctionnent que sur la base du rapport à l'argent. C'est même pour ça qu'on peut bien se rendre compte que même dans le nord, la plupart des crises sociales sont liées au pouvoir d'achat, c'est-à-dire au rapport à l'argent. Parce qu'il y a un élément qui a été souligné dans la vidéo tout à l'heure où le monsieur disait que le rapport à l'argent, le rapport à la monnaie, c'est un rapport de subordination. C'est-à-dire c'est celui qui est inférieur qui est dépendant du supérieur. C'est-à-dire que l'aigle devient pratiquement instrumentalisé par les banques. Il est instrumentalisé, si vous voulez. Et comme ce sont parce que la monnaie est présentée comme l'élément à partir duquel on peut satisfaire le besoin. Donc c'est pour ça que l'individu, c'est-à-dire l'Africain, comme je l'ai dit, qui n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais qui renvoie au niveau de conscience, au niveau de compréhension, à un individu qui ne fonctionne pas à partir des facultés intérieures, mais qui fonctionne à partir des facultés qui renvoient à l'extérieur. Donc, vous verrez bien que c'est un univers de besoins. Donc, il fonctionne sur la base du besoin. Donc, l'argent ou alors la monnaie lui est présenté comme l'élément à partir duquel il peut satisfaire le besoin. Comme c'est un individu qui se considère lui-même comme le besoin. Et pour lui, il y a, par exemple, un individu, je crois, je vais citer son nom, Maslow, qui disait que lorsque le besoin n'est pas satisfait, le processus de vie bloque. Donc, l'individu africain, il se considère comme un univers de besoins. Et s'il n'a pas l'argent, c'est quelque chose qui est conçu en lui. S'il n'a pas l'argent, il a comme l'impression qu'il va disparaître. Alors, Auguste Edgar Onana, tel que nous fonctionnons dans un système capitaliste, est-ce que l'Africain d'aujourd'hui, d'ailleurs, au moment d'enterrer nos cadavres, vous n'avez pas d'argent, vous êtes misérable, quelles que soient vos meilleures idées. Est-ce qu'on peut se débarrasser du pouvoir des banques, du pouvoir de l'argent? Oui, en fait, tel que mon copénaliste disait tout à l'heure, que l'argent et l'humain, c'est un univers de besoins. Et lorsque celui-là qui lui donne cet argent comprend exactement quel type de produit il a en face, il sait qu'on a compris en lui les besoins et on va donc mettre sur pied un instrument qu'on appelle la monnaie pour diligenter ses besoins. C'est pour ça qu'on peut lui faire des propositions. Il va toujours encaisser et plus tard, il va répondre à ce qu'il s'est engagé. Par conséquent, lorsque en Afrique et dans le système capitaliste, si donc on n'est pas rééduqué, parce que par rapport à ce diapo qu'on a écouté tout à l'heure là, ce monsieur a souligné que notre ignorance c'est leur force. Par conséquent, si je sors de mon état d'ignorance, ça veut dire que je suis rééduqué à comprendre mon réel besoin
ont conçu à moi une économie interne. C'est cette économie qui va me rendre indépendant de ce qu'on appelle la monnaie. Donc, il faut absolument que vous soyez vous-même. Voilà. Une certaine notoriété, une certaine indépendance. Une certaine indépendance qui vient donc de la sphère supérieure dont les uns et les autres parlaient du créateur. C'est le but pour lequel nous sommes, pour que nous devenions donc libres, indépendants d'un instrument d'asservissement qu'on appelle la monnaie. Fabrice Nyamsi, lorsqu'on présente un Cameroun, un pays soumis au diktat du Fonds monétaire international, un pays qu'on présente comme très endetté, qui prend davantage de dettes en Chine, est-ce qu'on a aujourd'hui des leviers de souveraineté pour essayer de mépriser le système capitaliste, le système des banques, le système des finances? Voilà. Donc, il y a une citation qu'aime bien le conférencier Luc Bimaï et que j'aime très bien aussi, d'un philosophe, je ne citerai pas son nom, qui disait que l'ignorance, c'est le bienfait de l'humanité. Voilà, parce que, comme le monsieur l'a dit dans le documentaire, c'est pas l'ignorance que l'on gouverne toutes les masses des populations africaines ou la plupart des populations occidentales. Voilà, donc, il y a une question que je me posais depuis tout petit. Mais comment on me dit qu'on fabrique l'argent et après, on dit parfois qu'il y a crise mondiale, que l'argent manque. Et j'avais posé la question... Vous vous demandiez si la crise mondiale est essentiellement liée à la monnaie, à la disponibilité des liquides. À la disponibilité des liquides. Et je posais la question aux aînés qui étaient autour de moi, quand j'étais plus jeune que maintenant, et eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à me l'expliquer. Mais maintenant, plus je vais grandir, je vais me développer au niveau de la conscience, mais si je vais réaliser que ceux qui fabriquent la monnaie, ce sont donc des personnes qui, comme on le dit depuis le début, ce sont des personnes qui ont compris que le développement est d'abord au niveau intérieur. Parce que si l'on se développe à l'intérieur, ce que j'ai appelé l'économie interne, mais c'est ce développement au niveau intérieur qui crée l'extérieur. Et c'est pas si on se comprend, qui crée l'extérieur. Et ce développement intérieur qui fait donc en sorte que ceux-là qui sont développés à l'intérieur se prennent comme des dieux. Et maintenant, la masse de la population qui n'a pas développé ces facultés-là, ils les prennent comme des sujets. C'est pourquoi ils vont donc fabriquer des éléments qui ont pour but davantage de les asservir. Parce que vous allez voir que au départ, c'est pas l'argent qui fabrique le micro. C'est pas l'argent qui construit la route. C'est pas l'argent qui construit les stades. Mais finalement, c'est l'argent qui est l'instrument indispensable pour s'octroyer le micro. C'est ce que on nous a fait croire. Que l'argent est l'élément. Mais, monsieur Jean de Dieu ici, si vous représentez des facultés exceptionnelles, est-ce que vous avez forcément besoin? J'ai dit, l'argent vient vous retrouver chez vous, hein. Parce que vous allez voir que la plupart des gars qui ont conçu ce système, au départ, ils n'avaient même pas 5 francs. Même pas 5 francs. Parce qu'ils comprenaient clairement que ce qui va faire appel, qui soumet l'extérieur, il est au niveau intérieur. Donc, ce qu'il faut dire, que ce soit aux Africains ou que ce soit à une bonne partie de la masse de la population mondiale, c'est que le problème, c'est qu'on ne se connaît pas. Parce que si on se connaît, on va comprendre que la solution, il n'est pas à l'extérieur. Mais la solution, il est à l'intérieur. Et c'est donc pourquoi je disais que eux, ce logiciel, ce qui montre qu'ils n'ont rien à voir avec ce qu'on peut appeler le créateur, c'est que leur objectif, c'est de se développer dans ces facultés-là et profiter de l'ignorance des autres pour les asservir. Et alors, pourtant, celui-là, qui, entre guillemets, est du créateur, lui, quand lui se déploie, il est dans la démarche de transférer ce qu'il est. Alors, Aimé Thierry Bitan va certainement conclure, mais il est important que j'ajoute un autre document qui fait quand même l'optimisme qui présente le Cameroun comme un pays qui n'est pas industrialisé, mais un pays qui a quand même du diamant. Voyez ça.
Le Cameroun vient de rejoindre le club très fermé des pays exportateurs et producteurs de diamants. Il est le 78e pays à intégrer le processus de Kimberley, un regroupement de gouvernements et d'industriels qui contrôle la provenance des diamants et les conditions dans lesquelles ils sont exploités. Cette instance de certification s'assure qu'aucun diamant ayant par exemple financé des conflits armés, également appelé diamant de sang, ne soit vendu sur les marchés internationaux. Le Cameroun compte désormais devenir un producteur mondial de premier plan. Le pays place tous ses espoirs dans un gisement découvert il y a 4 ans au sud-est du pays, le site de Mobilong. Situé à 35 km au sud de Mboy, en plein cœur de la forêt équatoriale, les réserves de diamants des mines de Mobilong comptent parmi les plus importantes au monde. Plusieurs entreprises sont déjà bien positionnées pour exploiter le filon. Le sud-coréen CK Mining détient un permis d'exploitation en partenariat avec le gouvernement. Le groupe prévoit d'investir 500 milliards de francs CFA sur 25 ans. Botswana Diamonds, une société minière irlandaise, possède elle aussi une concession de 8000 km² sur le site de Mobilong. CK Mining prévoit d'atteindre une production. On ne va pas présenter tout le site de Mobilong. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun d'être un pays industrialisé et pouvoir dicter sa loi dans le monde des finances? Merci pour la question, Jean de Dieu. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun d'être industrialisé? On parle, cette petite diapo parlait des diamants. Je vais dire aux auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent que le vrai diamant, c'est la compréhension. C'est la compréhension. C'est l'économie interne. C'est la mentalité. C'est ça le vrai diamant. Les pays comme le Japon ont quoi les ressources? Quelle est la ressource des pays comme le Japon? Ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont quoi? Ils ont la compréhension. C'est une image. Pour comprendre que, comme je disais tout à l'heure, c'est dans la verticalité que se trouve le diamant. Le diamant ne se trouve pas à Mobilong. Tout ça, ce ne sont que des images matérielles. Ce sont des images matérielles, mais le diamant, c'est la compréhension. On est en train de sortir. Voyez-vous, Fabrice Niamsi, un dernier mot. Un dernier mot, un Cameroun qui n'est pas industrialisé, mais qui a quand même des potentialités en matière de matières premières. Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas conçu au niveau intérieur, ne dites pas que c'est votre diamant. C'est pourquoi on entend qu'il y a une entreprise irlandaise, il y a une entreprise japonaise, mais si vous êtes conçu à l'intérieur, je prends l'exemple du monsieur qu'on appelle Kalachnikov. Il n'était même pas militaire, mais sauf le fait qu'il a créé la carabine, auquel il a donné son nom, Kalachnikov, on l'a nommé général. Voilà. Nous sortons Aimé Thierry Bitan. Non, il a déjà dit le dernier mot. Auguste Edgar Onana, une seule seconde pour dire que le Cameroun n'est pas industrialisé. La preuve, c'est un média occidental qui nous parle de sa situation en matière du diamant. Oui, bien sûr, le Cameroun n'est pas industrialisé par le manque de connaissances. C'est pourquoi nous voudrions vraiment que tous les Camerounais accèdent à la connaissance qui est l'économie interne. C'est à base de cette économie que nous serons industrialisés. Gilles Fabrice Bidjono, un Cameroun sans industrie, mais un Cameroun qui a des richesses, des potentialités naturelles. Oui. Dans ce monde des finances. Oui, lorsque on observe des nations, par exemple, comme la France, qui ont fait pratiquement de toute l'Afrique l'une des ressources dont ils se servent pour accroître leur pouvoir, mais on peut bien comprendre que c'est à partir des facultés intérieures qu'ils fonctionnent, qu'ils ont bien pu asseoir leur hégémonie sur l'Afrique. Donc ça veut tout simplement dire que même si l'Afrique avait tout le pétrole de la terre, même s'il avait toutes les ressources naturelles, s'il n'a pas ces facultés intérieures à partir desquelles elle peut fonctionner, ça ne lui sert à rien. Donc c'est pour ça qu'elle va être utilisée par d'autres. On a affirmé, c'est le Christ Jésus qui le disait, bon peuple périt faute de connaissances. Mesdames, messieurs, bonsoir.